Les dernières études ont montré que si on faisait rien, en 2050, on aurait plus de 10 millions de décès dans le monde liés à l'antibiorésistance. Ils ont vu qu'assez rapidement, en fait, les poissons qui sont nés mâles ont au fil du temps adapté un phénotype féminin. On parle un peu de pandémie silencieuse et on n'en parle pas, on en a conscience. Dans les hôpitaux, en fait, ils sont sur le terrain tous les jours, hein. Bonjour Arnaud, bonjour Axel. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast pour mieux comprendre la science et donc pour mieux agir. Je suis Olivia Declinder, responsable de communication à l'Institut Pasteur de Lille, et l'objectif justement de ces podcasts, c'est que le grand public puisse bien comprendre les sujets de recherche, bien comprendre le monde dans lequel on évolue et justement l'intérêt de la science pour tout ça. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter. Je commence. Alors, je m'appelle Axel Grandet. Je suis en 2e année de thèse au Centre d'infection et d'immunité de Lille, sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille, avec comme directeur de thèse Arnaud Machler, qui est ici. Et moi, je travaille sur l'optimisation des traitements pour cibler donc la tuberculose, qui est une maladie infectieuse qui cause beaucoup de décès dans le monde à l'heure actuelle. D'accord, merci. L'objet de, j'aime beaucoup demander les titres de thèse. Quel est le sujet de cette thèse? Alors pour l'instant, parce que ça change beaucoup. Pour l'instant, c'est l'administration par voie pulmonaire de nanoparticules encapsulant des antibiotiques pour cibler les maladies infectieuses. D'accord, tout ça, passionnant. Merci Axel. Arnaud? Du coup, moi c'est Arnaud Machler, je suis chercheur INSERM ici sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille, et j'anime un groupe qui va travailler sur les maladies infectieuses. Et l'une des thématiques, c'est, comme Axel l'a un peu développé, c'est étudier des stratégies pour mieux délivrer les médicaments, mieux délivrer ces molécules qui peuvent être sensibles. Et je pense qu'on pourra l'aborder dans le cadre de cette intervention. D'accord, eh bien merci. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de la santé environnementale, de la biodiversité, l'impact de l'environnement sur notre santé, et puis surtout, puisqu'on est dans le cadre des printemps de la prévention, ces podcasts sont tournés pour ce sujet-là en particulier, mais bien d'autres sujets même d'ailleurs qui peuvent nous intéresser, l'antibiorésistance, et puis la différence, est-ce qu'il y en a une d'ailleurs entre le milieu urbain et le milieu rural? Est-ce qu'il y a des différences dans mon alimentation, dans l'eau? L'antibiorésistance, on va en parler également. Quand on a préparé, il y avait des sujets tels que la pilule contraceptive qui peut se retrouver dans l'eau et venir influencer la reproduction des poissons. Donc voilà, beaucoup de sujets, je pense, qui vont nous passionner. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Peut-être l'antibiorésistance? Oui, par exemple, et on peut déjà commencer directement plus largement en se disant que dans la ruralité, finalement, on a l'impression que les gens peuvent être moins exposés aux polluants, et c'est pas trop le cas. En fait, dans l'eau qu'on va consommer, on va être exposé, et aussi les sols sont énormément contaminés, que ce soit par les antibiotiques, on va en parler tout de suite, mais aussi les pesticides évidemment, les métaux, certains métaux lourds qui ont la capacité de persister très très longtemps dans les sols. Et puis il y a d'autres médicaments, comme on peut parler de la pilule contraceptive, on peut parler des anti-inflammatoires, des antidépresseurs qu'on va retrouver dans les eaux, on peut parler de la drogue aussi. Enfin, il y a tout un tas de molécules qu'on va retrouver sous forme de traces et qui peuvent poser problème. Et bon, je peux laisser Axel parler un peu. Tout d'abord, peut-être, qu'est-ce que l'antibiorésistance? Alors, l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui va donc toucher notamment les bactéries. Donc, les bactéries en présence d'antibiotiques et en raison d'un usage excessif et inapproprié par les populations, vont mettre en place des mécanismes de résistance pour devenir insensibles à l'antibiotique que l'on va utiliser. Et donc par la suite, lorsque l'on va vouloir se soigner avec un antibiotique, la bactérie va alors réussir à se défendre et donc ne sera plus en capacité, l'antibiotique ne sera plus en capacité de tuer la bactérie, et donc on n'arrivera plus à soigner correctement les populations. Donc ça veut dire concrètement, si moi je suis infectée par une bactérie,
il se peut qu'il y ait de l'antibiorésistance qui se soit créée, qui fait que c'est plus difficile, même avec un antibiotique, de réussir à soigner cette infection? C'est ça, exactement. La bactérie est capable de mettre en place tout plein de mécanismes, pas qu'un, mais plusieurs, afin d'inactiver par exemple l'antibiotique par la mise en place d'enzymes pour complètement changer la conformation de l'antibiotique et donc qui ne va plus du tout agir sur la cible de la bactérie ou mettre en place des mécanismes pour rejeter l'antibiotique pour qu'il ne puisse plus rentrer dans la bactérie ou qu'il ne puisse plus créer des pores autour de la bactérie pour qu'elle puisse pour que l'antibiotique puisse agir. Donc avant de parler même des enjeux de santé publique, parce que j'imagine que si on n'arrive plus à soigner, ça va créer de gros problèmes, mais comment ce mécanisme est arrivé? Enfin, est-ce que justement, alors on prend trop d'antibiotiques, mais une fois que si j'en ai pris trop, ça me concerne que moi, et que mon système immunitaire peut-être a trop l'habitude d'en prendre, mais comment ça se fait que, par exemple, Arnaud pourrait être concerné si lui n'a jamais pris d'antibiotiques? Alors ça, c'est à cause de simplement la dissémination des bactéries, donc de la transmission de la maladie à un autre hôte non infecté. Par exemple, dans le cas de la tuberculose, si je développe, en raison d'un usage excessif d'antibiotiques, une tuberculose multirésistante, la tuberculose se transmet par aérosol, donc dans l'environnement. Et par micro-gouttelettes que je vais donc transmettre à un hôte non infecté. Donc là, par exemple, Arnaud, qui va donc être infecté directement par la bactérie qui est multirésistante et qui va présenter ces gènes de résistance. Et directement, par exemple, donc Arnaud ou un patient qui est sain à la base et qui est infecté par cette bactérie multirésistante va devoir être traité avec un autre antibiotique que celui qui n'a plus d'action sur la bactérie. Ce qu'on peut ajouter, c'est que l'antibiorésistance, c'est quand même quelque chose d'assez naturel à la base. Les antibiotiques, historiquement, c'est des molécules naturelles qui sont produites par des bactéries pour en fait lutter contre les bactéries voisines. C'est clairement, voilà, j'occupe mon espace, évite de venir dans le mien. Donc c'est un équilibre écologique. Et donc dans cette bataille, les bactéries voisines ont développé des stratégies pour être résistants à ces antibiotiques. Et nous, avec la découverte de l'antibiotique et l'utilisation dans le médical, finalement, on a sélectionné des souches résistantes, parfois multirésistantes à plusieurs antibiotiques, comme le disait Axel. Et donc finalement, voilà, ces mécanismes de résistance sont toujours associés à une mutation génétique dans le génome de la bactérie. Un petit changement dans le génome génétique qui va influencer le fonctionnement de la bactérie, qui va la rendre insensible. Et ça peut arriver de manière assez spontanée. Donc il y a des mutations spontanées, c'est le principe de l'évolution. On va constamment faire varier la génétique pour essayer de s'adapter à son environnement. Et puis après, il y a un autre élément qui peut activer finalement cette formation de modification génétique, c'est du stress. Et un stress, c'est par exemple l'exposition aux antibiotiques à bas niveau. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais quand on prend un traitement antibiotique et qu'on le suit mal, qu'on veut le prendre tous les jours comme c'est prescrit, on va le prendre un jour sur deux, on va avoir des phases où les bactéries sont très peu exposées à l'antibiotique. Ça va créer du stress chez la bactérie qui va activer une réponse qu'on appelle la réponse SOS, donc c'est clairement un signal de stress. Et là, la bactérie va avoir tendance à plus facilement générer ces mutations et donc risque de plus facilement créer cette résistance à l'antibiotique. C'est pour ça que quand on nous dit de prendre son traitement antibiotique jusqu'au bout, même si on a ce sentiment de ne plus être malade, faut le continuer. C'est pour justement vaincre cette antibiorésistance. Ok. Ouais. Et dans le cas de la tuberculose en particulier, en fait, le traitement de la tuberculose actuelle dure très très longtemps. Ouais. Il va durer de 6 mois à 2 ans. Et les symptômes, c'est on va tousser, on va cracher du sang, par exemple. Et quand on va prendre les antibiotiques au début, les symptômes vont rapidement disparaître, sauf que la charge bactérienne va rester dans les poumons. Et les patients vont avoir tendance à arrêter pour le simple fait que le traitement antibiotique cause des effets secondaires. Et les effets secondaires sont tellement forts que en fait, ça contrecarre les symptômes, et donc les symptômes disparaissent, on garde des effets secondaires, donc le patient va se dire j'arrête de prendre le traitement, et c'est là que ça peut devenir problématique. Ça devient tout à fait... Enfin, en fait, c'est naturel chez l'être humain, on se dit on n'est plus malade, je l'arrête. Ça ne sert à rien de continuer d'ingérer de l'antibiotique alors que je n'en ai plus besoin, mais en réalité, c'est pour vraiment aller jusqu'au bout et tuer complètement la bactérie et réussir à vaincre ça. Vous me disiez que ça se retrouvait, justement, les antibiotiques peuvent se retrouver dans l'eau
dans les sols, mais par quel mécanisme est-ce que ça se retrouve dans l'eau, dans les sols, et pourquoi est-ce que ça peut être justement après un problème de santé? Alors, quand on ingère des antibiotiques dans notre organisme, la toute première étape, c'est de disséminer dans les organes qui vont être infectés et donc avoir une activité contre la bactérie dans les organes clés qui sont infectés. Et par la suite, notre organisme va venir recycler, dégrader les antibiotiques que l'on vient prendre. Cette biodégradation va se passer au niveau de notre foie. Au niveau de notre foie, on va avoir des enzymes qu'on appelle cytochrome P450. En fait, c'est des enzymes qui vont venir dégrader l'antibiotique, biodégrader l'antibiotique. Donc en fait, on va à la base avoir un antibiotique sous sa forme complètement active qui va être de plus en plus dégradé par ces enzymes qui sont présentes dans notre foie, donc naturellement présentes. Et on va rendre cet antibiotique qu'on appelle ce processus d'hydrosolubilisation. On va passer d'un antibiotique actif à un antibiotique qui a été dégradé, que l'on appelle un métabolite. Et donc, par ces enzymes clés de notre foie, on va réussir à avoir ces métabolites qui vont être facilement dégradés, facilement éliminés par nos urines. Et donc, dans nos urines, lorsque l'on va excréter aux toilettes, dans les eaux usées, on va excréter nos urines dans les eaux usées. Et donc, on va se retrouver dans notre environnement des antibiotiques sous forme de métabolites. Mais aujourd'hui, les études sont... il y a plusieurs études qui s'intéressent à cette contamination environnementale qui passe du coup par notre organisme et par nos urines. Et des études ont notamment montré que plus de 70% des antibiotiques qui sont aujourd'hui pris, qui sont mis sur le marché, se retrouvent dans notre environnement par la forme active, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que notre organisme, par notre génétique par exemple, ne va pas être capable de dégrader à 100% l'antibiotique. Donc on va avoir une fraction de l'antibiotique que l'on a absorbé qui va se retrouver sous sa forme intacte et active exactement dans notre environnement. Donc par nos urines, on va contaminer nos eaux par les antibiotiques sous forme inchangée et donc active ou sous forme de métabolites. D'accord. Et donc, une fois que ça se retrouve dans l'eau, à un moment donné, ça va se retrouver dans notre alimentation? Alors, pas directement dans notre alimentation. Donc, ça va se retrouver dans notre eau, mais il va y avoir ce barrage entre les eaux usées et les eaux de surface qui est nos stations d'épuration. Les stations d'épuration vont accueillir ces eaux usées et faire en sorte de traiter ces eaux afin qu'on retrouve le moins de déchets possible, que ce soit les déchets, les macro-déchets ou les micro-déchets comme les antibiotiques. Et donc si on s'intéresse plutôt aux antibiotiques, les stations d'épuration vont dans un premier temps utiliser un système de biodégradation afin de complètement éliminer l'antibiotique. Ils vont passer par le moyen de bactéries. Donc ça va être des bactéries qui vont être capables de biodégrader les antibiotiques sur leur forme active ou les métabolites qui se sont retrouvés donc dans nos eaux usées. Mais un antibiotique, que ça soit sous sa forme active ou métabolite, peut avoir une activité sur ces bactéries qui vont faire le job de biodégrader. Et donc on va avoir un impact de ces antibiotiques retrouvés dans nos eaux usées sur les bactéries qui sont utilisées pour la biodégradation. Et donc on va, dans ce cas-ci, tuer les bactéries qui sont présentes dans les stations d'épuration. Et donc l'antibiotique va continuer de passer. Mais il existe d'autres moyens pour complètement dégrader ces antibiotiques. On a d'autres systèmes comme l'utilisation de charbon actif,
ou des systèmes un peu plus élaborés comme l'oxydation des eaux usées, la réduction ou l'hydrolyse, donc pour vraiment complètement dégrader l'antibiotique. Mais malgré en fait tous ces mécanismes-là qui sont utilisés aujourd'hui dans nos stations d'épuration, nos antibiotiques sont capables de passer toutes ces barrières qui sont biologiques ou abiologiques. Et donc, c'est comme ça que ça se retrouve dans l'eau du robinet, par exemple. Et c'est comme ça, du coup, qu'on l'ingère à nouveau et que notre corps se met à faire de l'antibiorésistance. Alors, on pourrait imaginer, Si je mais résume. c'est un bon résumé, mais peut-être que pour les antibiotiques, ça s'adapte un petit peu moins parce que les stations d'épuration et les systèmes de filtration sont assez bons. Et puis après, une fois que ça se retrouve dans le sol et dans l'eau, en fait, la molécule va pouvoir toucher les bactéries qui sont là. Et donc, finalement, dans l'eau du robinet, les traces d'antibiotiques sont vraiment très très faibles. Et quand elles sont ingérées, finalement, très peu seront absorbées par l'intestin et donc seront de nouveau réévacuées par les selles, par exemple. Là où on peut retrouver, donc il y a les stations d'épuration qui font un relativement bon boulot pour les eaux usées qui viennent de l'activité humaine, celles qu'on va à la maison quand on va prendre un traitement antibiotique ou alors en sortie des hôpitaux, par exemple. On peut peut-être parler aussi des antibiotiques utilisés en agriculture. Oui. Où là, en fait, les antibiotiques sont utilisés pour les animaux. Alors, c'est évidemment de plus en plus régulé en élevage. C'est de plus en plus régulé, donc l'utilisation est réduite au fil du temps, surtout en Europe et donc aussi en France. Mais l'antibiotique est utilisé surtout pour des raisons préventives, pour éviter le risque d'épidémie dans les élevages. Et aussi pour les poulets, par exemple, c'est aussi utilisé comme facteur de croissance. Et donc en fait, il y a eu vraiment un usage massif de ces antibiotiques-là qui se sont retrouvés dans les sols. Et puis après, avec le ruissellement et la pluie, par exemple, ça se retrouve dans les eaux et dans nos rivières. Et donc là, il pourrait y avoir un impact sur notre microbiote, par exemple, et les bactéries qui sont sous notre corps, mais il y a aussi un impact réel sur les bactéries de l'environnement qui sont dans le sol. C'est ces bactéries-là qui vont être très exposées finalement aux antibiotiques, et c'est dans le sol et dans l'environnement qu'on va avoir cette circulation de la résistance, des gènes de résistance qui vont pouvoir passer d'une bactérie à l'autre. Et donc un jour, pourquoi pas se retrouver chez les agents pathogènes et poser des problèmes en santé publique humaine et aussi animale. Ok, et moi j'avais entendu dire que, alors mes sources sont peut-être mauvaises, mais j'avais entendu dire que l'antibiotique était interdit maintenant en France ou en Europe, dans les élevages. Est-ce que c'est pas le cas? C'est pas complètement interdit. En fait, il va être interdit comme c'était pour le cas pour les facteurs de croissance pour les poulets. On n'utilise plus l'antibiotique, ce qui va être le cas où il y a un usage encore massif en Amérique du Sud, par exemple. Ouais. Et puis après, quand il y a certains animaux malades et qui nécessitent un traitement antibiotique, là, on va leur donner. Ça va être davantage contrôlé. Les quantités seront davantage contrôlées pour limiter la contamination de l'environnement. Et ça existe toujours, ce que tu disais tout à l'heure, en prévention de l'antibiotique, donc on en retrouve quand même de ce fait dans l'urine, j'imagine, de ces élevages, donc après avec les pluies peut-être ça part vers les eaux, les rivières, les canaux, etc. Donc on va en retrouver dans les sols et après du coup dans notre agriculture. Exactement. Qui est cultivée, les sols, et c'est comme ça que les sols sont du coup pas forcément très bons, on y retrouve des antibiotiques. Est-ce qu'il y a une différence après dans notre alimentation selon que l'on vit en milieu rural ou en milieu urbain? Là, j'aborderai ce point-là, peut-être pas en parlant directement des antibiotiques, mais plutôt d'autres molécules comme les métaux, par exemple, où on va retrouver beaucoup de métaux dans les sols aussi, et donc qui vont impacter l'agriculture. Du cadmium, du mercure, qui peuvent venir d'éléments naturels comme les volcans, par exemple, mais aussi évidemment de l'impact de l'homme comme l'industrie. On n'y pense pas beaucoup, mais il y a une source de contamination aux métaux bien connue aussi, c'est les munitions. Donc en fait, tous les obus qui ont été largués au cours des précédentes guerres, qui sont toujours dans le sol, continuent de relarguer des métaux. Et ça contamine le sol. Et aujourd'hui, près de 15 à 20% en fait, des terres agricoles dans le monde, et les chiffres sont à peu près
similaires en France sont considérés comme étant contaminés par les métaux. Et bon, les métaux, ça va contaminer le sol, mais aussi la mer, l'océan, les poissons. Donc on va retrouver ça dans toute la chaîne alimentaire. Hein. Donc on va retrouver des métaux lourds dans l'eau qu'on va ingérer, qu'on va boire. On va retrouver ces métaux dans les légumes qu'on va pouvoir manger, et puis dans les animaux qu'on est aussi susceptible de manger à un moment donné. Donc le risque de contamination pour l'homme est triple, en sachant que finalement, avant d'avoir ce risque pour l'homme, il y a la contamination de l'environnement, des plantes et des animaux. Et quel risque sur notre santé L'exposition à ces molécules-là, donc là, on enlève les antibiotiques, mais les pesticides et les métaux, par exemple, c'est des maladies chroniques. Hein, donc c'est l'exposition chronique à faible dose de ces composés-là qui peuvent causer des problèmes, des troubles cognitifs, neurodégénératifs. Il y a certains composés qui ont été associés au développement de maladies d'Alzheimer, par exemple. Et puis on parle aussi beaucoup de cancers, avec vraiment un réel risque de développer des cancers. Et il y a une étude toute récente qui est sortie, c'est des travaux qui ont été faits au Pérou, où ils ont vraiment associé la présence des pesticides dans le sol à une augmentation des cas de cancer dans la population humaine. Donc voilà. Et puis après, voilà, au niveau de l'agriculture, ce qui se fait un peu, on pourra en parler aussi, mais c'est beaucoup de surveillance. Hein, maintenant, voilà, dans les stations d'épuration, on peut faire des dosages dans l'eau, dans le sol, on peut faire des carottes et puis voilà, suivre un peu quelles étaient les quantités. Donc aujourd'hui, une des stratégies, il y en a plein, mais c'est en fonction du type de pollution qu'on va retrouver dans tel sol, on va plutôt planter tel ou tel légume, par exemple. Qui seraient plus résistants qui vont moins accumuler, en fait, ces éléments-là. Et donc le plomb, par exemple, là où il y a beaucoup de plomb, on va pas planter de carottes parce que la carotte a tendance à accumuler beaucoup de plomb, et on va plutôt planter des tomates, par exemple, qui, elle, va accumuler un peu moins de plomb. Et donc ça fait partie des stratégies qui peuvent... on va pas dire complètement enlever, mais diminuer les risques de contamination et d'exposition. Les inondations, j'imagine, ils sont aussi pour beaucoup dans la qualité des sols. Quand si c'est en fait un canal qui serait inondé, qui se propage sur un champ, la terre va être forcément infectée. Est-ce que ça peut avoir un impact, et du coup dans les solutions, peut-être l'installation de bocage, de revenir à des choses un petit peu plus, peut-être perdre un peu de terre en termes de culture, mais peut-être justement avoir une meilleure qualité? Ouais, ça va être très important. Et là, qu'on parle des antibiotiques, qu'on parle des métaux, qu'on parle des pesticides, tout un tas de molécules. Parce que le gros impact, c'est le ruissellement, et puis les inondations qui viennent bien drainer les sols. Et donc, il faut pouvoir travailler sur nos installations depuis les stations d'épuration, finalement, parce qu'on peut les améliorer. On peut aussi travailler sur les canalisations, parce que la contamination de plomb est aussi associée à nos vieilles canalisations. Et puis au niveau des bords de canaux, mettre des passerelles, planter des arbres qui vont retenir l'eau, qui vont retenir les sols. Et puis après, évidemment, aménager les alentours de rivières, et puis aussi mieux choisir où on installe nos terres agricoles, par exemple. Maintenant qu'on est un peu plus au courant de tout ça, aujourd'hui, s'il y a des sols qui vont être très contaminés, on va plutôt y construire un parking plutôt que décider de faire un champ pour y cultiver des betteraves. Okay. Et qu'il y a des personnes qui sont en charge de faire ces études-là sur la qualité des sols, et qui donnent après des recommandations peut-être aux politiques publiques, pouvoirs publics. Est-ce qu'ils sont vraiment écoutés? Est-ce qu'on en entend beaucoup de choses un peu négatives sur la qualité des sols, le cadmium, etc., présent dans notre alimentation? Qu'est-ce qui se fait concrètement aujourd'hui pour améliorer cette situation? Ouais, je pense que c'est un grand combat entre les chercheurs, pouvoir public, agriculture, politique, économique, hein, et donc les gens à un moment donné se mettent autour de la table pour tenter de trouver des solutions. Je pense qu'il y a de plus en plus de sonnettes d'alarme qui sont tirées. La contamination est bien réelle, et je pense qu'elle a été longtemps négligée. Dans l'eau, par exemple, on considère que 25%, et là je parle de la France, mais 25% des personnes en France sont exposées à une eau contaminée, que ce soit, quels que soient les éléments contaminants. Donc il y a un réel risque. Dans les régions du Nord, il y a 80 000 foyers en fait, qui ont été concernés par une contamination à un fongicide. Et donc là, ça a posé des problèmes au niveau des consommations. Et donc voilà, il y a de plus en plus de surveillance, de plus en plus d'analyses qui sont faites. On
connaît davantage les risques associés aussi. Hein. Finalement, on ne savait pas trop quel était l'impact de l'exposition à tous ces éléments. Et donc aujourd'hui, on essaie de prendre des mesures. Et donc là, les chercheurs, les personnes qui sont sur le terrain, qui font des analyses, eh bien, voilà, rendent des comptes, font des rapports et alertent plus ou moins. Et voilà. Dans l'estuaire de la Loire, par exemple, en l'espace de 20 ans, le taux de cuivre dans les huîtres a doublé. D'accord. Et donc le cuivre à bas niveau, c'est bon pour la santé, et c'est même anti-infectieux, mais à haut niveau, ça contamine, on a des problèmes rénaux, des problèmes de foie. Et en fait, voilà, on a vu qu'il y avait plus de cuivre dans les huîtres. Pourquoi? En fait, ils ont remonté un peu la Loire et ils se sont rendus compte que il y avait des usines qui avaient été installées, il y avait une décharge publique qui avait été installée. Et en fait, aujourd'hui, la démarche est là, c'est voilà, réfléchir à comment on installe nos usines, réfléchir à comment on installe nos décharges pour limiter l'exposition de l'environnement, parce qu'un environnement exposé, c'est une population humaine qui peut aussi être exposée. Oui, c'est clair. Et pour revenir peut-être à l'antibiorésistance, donc on est vraiment sur de gros enjeux de santé publique. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur les dangers de l'antibiorésistance? Vers quoi ça peut mener? Parce qu'on entend que c'est un grand combat, des grands enjeux, c'est un peu le problème de santé publique de demain. Qu'est-ce qui va se passer si on continue d'être antibiorésistant? Effectivement, c'est un réel enjeu de santé publique parce qu'aujourd'hui, les dernières études ont montré que si on faisait rien à notre échelle en tant que chercheur, en 2050, on aurait plus de 10 millions de décès dans le monde liés à l'antibiorésistance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre devoir de trouver des solutions afin de diminuer ces cas d'antibiorésistance. Puis des études ont notamment démontré que ça serait en 2050 la première cause de décès devant même le développement de cancer chez l'homme. C'est énorme en fait. On se rend pas compte. J'ai l'impression que, alors on parle beaucoup de cancer et tant mieux, hein, que on alerte et qu'on sensibilise justement sur les facteurs de risque du cancer, etc. J'ai l'impression que sur l'antibiorésistance, c'est un peu mis en sourdine quelque part. En tous les cas, c'est pas médiatisé autant que ce que ça devrait, puisque si en 2050, c'est quand même 2050, c'est demain. Première cause de mortalité, c'est juste énorme. Pourquoi est-ce que c'est pas plus connu aujourd'hui? On sait pas. C'est une bonne question, mais en fait l'antibiorésistance, on la détecte depuis toujours, et au fur et à mesure où on avance, on se rend compte que en fait les cas deviennent exponentiels. Et comme on la connaît depuis toujours, et c'est un terme qui est utilisé par les chercheurs, on parle un peu de pandémie silencieuse. Ouais. Et on n'en parle pas, on en a conscience. Dans les hôpitaux, en fait, ils sont sur le terrain tous les jours. Hein. Il y a des rassemblements tout entiers de médecins très réguliers pour dire voilà, avant cette infection-là, on l'a soignée très très bien avec ce type d'antibiotiques. Aujourd'hui, dans un cas sur 10, ça marche plus. C'est quoi l'alternative? Et voilà, les médecins sont constamment en train de trouver des alternatives pour mieux soigner les infections bactériennes. Et puis nous, chercheurs, on essaie de trouver des approches, de nouvelles alternatives. La première et la plus simple, c'est de trouver de nouveaux antibiotiques, mais cette ère est un peu passée maintenant. Hein. On a de plus en plus de mal à trouver des antibiotiques et de plus en plus de mal à les mettre sur le marché. Et donc au laboratoire avec Axel, on développe une stratégie bien particulière dont elle pourra parler, mais voilà, il faut vraiment rester sur le qui-vive, parce que voilà, l'antibiorésistance est déjà là. Aujourd'hui, c'est 1 million de morts par an, et donc ce sera 10 fois plus en 2050. Et voilà, qui dit antibiorésistance dit peut-être plus d'agents pathogènes en circulation, et on parlait des cancers, mais il y a aussi des agents pathogènes qui sont responsables de cancer. Et donc, voilà, finalement, on va peut-être rentrer dans un cercle vicieux qui fait que la santé humaine est en péril, notamment en cause de cette antibiorésistance. Ok, et on voit bien du coup l'impact de l'environnement sur ce problème majeur, en tous les cas, qui va nous concerner, et toute l'importance en fait de votre métier, et de continuer en fait des travaux de recherche. Ça se concrétise comment en laboratoire justement, Axel? C'est toujours au sujet de recherche là aujourd'hui?
Oui, on s'intéresse de plus en plus à l'antibiorésistance, comme a dit Arnaud, parce qu'il y a beaucoup de cas de décès et que c'est un réel enjeu. Nous, à notre échelle, on va s'intéresser, comme a dit Arnaud, l'ère du développement de nouveaux antibiotiques est un peu dépassée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser les traitements qui sont déjà existants pour limiter la propagation de résistance et notamment limiter les effets secondaires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le cas de la tuberculose, mais ça peut s'adapter à d'autres maladies qui sont infectieuses et pulmonaires, puisque nous, on va essayer de optimiser l'administration des antibiotiques. Aujourd'hui, l'administration des antibiotiques pour une maladie infectieuse pulmonaire, ça va être une administration d'antibiotiques par voie orale qui va disséminer dans tout l'organisme finalement. Et donc nous, dans le cas de la tuberculose, qui est une maladie qui est aujourd'hui une maladie infectieuse pulmonaire d'enjeu public, on va essayer de cibler directement où se trouve la bactérie, donc dans le poumon. Donc administrer des antibiotiques directement par voie pulmonaire dans le poumon, donc dans le foyer infectieux de la bactérie. Et donc pour ce faire, on va solubiliser les antibiotiques. Donc aujourd'hui, ils sont sous forme solide, en forme de cachet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au moyen de nanoparticules, on va solubiliser, donc rendre beaucoup plus soluble l'antibiotique, afin qu'il puisse passer par cette voie pulmonaire et arriver directement dans les poumons pour cibler directement la bactérie. D'accord. Donc ici, dans le cadre de la tuberculose avec Arnaud, mais ça peut être adapté dans d'autres infections pulmonaires. Okay. Et donc cibler directement la bactérie va permettre donc de limiter les concentrations d'antibiotiques. Donc les effets secondaires seront diminués et on va limiter la propagation de gènes de résistance puisque on va directement attaquer la bactérie sur son lieu d'infection. D'accord. Voilà. Et donc est-ce que là après on peut considérer qu'il y aurait moins de rejets dans l'environnement du coup, et ça pourrait être une des pistes. J'imagine que les pistes elles sont multiples, mais ça pourrait être une des pistes pour lutter contre l'antibiorésistance. C'est ça exactement. On a réfléchi aussi avec cette voie d'administration à réduire les concentrations et donc à administrer beaucoup moins d'antibiotiques chez le patient. Et donc, qui dit moins d'antibiotiques chez le patient, dit moins de rejets dans l'environnement. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à cette voie-là afin de préserver le patient, limiter ses effets secondaires, l'antibiorésistance, mais aussi diminuer notre impact sur notre environnement. Ok. La recherche avec cette discussion prend vraiment tout son sens et on sait pourquoi vous êtes là et on sait aussi quels sont les enjeux de demain, et parce que je me fais un peu la voix du grand public de me dire mais en fait la tuberculose on la connaît depuis toujours, il y a eu le BCG, il y a des antibiotiques, on peut lutter aujourd'hui, on sait que c'est encore une des premières causes de décès dans le monde. Et c'est encore très fort, mais comme en France, on n'est plus trop concerné, on a tendance un peu quand même à l'oublier. Et à la place du grand public, on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils cherchent encore sur la tuberculose. Et franchement là, ça prend vraiment tout son sens, c'est super. Merci d'avoir autant vulgarisé ce sujet-là. Il y a un autre sujet sur lequel j'avais envie d'aller et dans la préparation qu'on a faite ensemble, c'est la biodiversité. On parlait de féminisation des poissons, mais alors je connaissais pas du tout ce phénomène. J'ai un petit peu envie d'aller sur ce sujet. C'est quoi ce problème de féminisation des poissons? Comment est-ce que ça arrive et ça va être quoi le problème du coup? Tu veux en parler peut-être, Axel? Si tu veux. Vas-y. Bon, en fait, voilà, on parle de ces problèmes de féminisation chez le poisson, c'est lié à notre consommation de médicaments, de molécules pharmaceutiques. Et dans ce contexte-là, ça va être la pilule contraceptive. Et donc, de la même manière que les antibiotiques peuvent se retrouver dans l'environnement quand on les ingère, la pilule contraceptive administrée par voie orale
est administrée à des doses qui sont assez importantes pour pouvoir toucher les organes cibles chez la femme. Et donc il y a une partie de cette molécule-là qui est libérée dans l'environnement par les urines ou par les selles et qui va se retrouver dans nos os. Et on a remarqué que chez le poisson, une exposition très très faible à ces molécules, qui sont des dérivés d'œstrogènes, vont, lorsque l'exposition est chronique, féminiser le poisson mâle et donc avec un réel impact finalement sur la biodiversité et la reproduction des poissons. De manière, il y a quelques chiffres aussi qui montrent qu'il pourrait y avoir les mêmes observations chez d'autres espèces animales. D'accord. Jusqu'à l'homme en fait, où il commence à y avoir des pistes qui suggèrent en fait que une baisse de fertilité chez l'homme et chez les animaux puisse être associée en fait à la présence de traces de molécules qui sont présentes dans la pilule contraceptive dans l'environnement. Incroyable. Et donc, il y a des recherches qui sont faites actuellement pour pouvoir identifier si le fait de retrouver de la contraception dans l'environnement pourrait induire de plus en plus de fertilité, puisque c'est vrai qu'on en entend énormément parler aujourd'hui aussi de la fertilité ou de l'infertilité plutôt, mais de la stérilité chez l'être humain on a de plus en plus de difficultés aujourd'hui à avoir des enfants, c'est connu, mais ça pourrait être une piste qui existe, c'est-à-dire trop de contraceptifs qui se retrouvent dans l'environnement et qui vient ça pourrait être une piste qui pourrait l'expliquer, mais voilà, probablement que l'impact est mineur par rapport à toutes les causes qui y sont associées. Il y a d'abord notre mode de vie et puis après l'exposition environnementale fait aussi le plomb, les pesticides sont aussi connus pour impacter sur la fertilité et certaines molécules pharmaceutiques comme celle-là, si ça existe chez le poisson, en fait, ça doit sans doute aussi créer une certaine pression chez d'autres espèces. Et alors, du coup, pour revenir peut-être au poisson, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus ou des tests qui révèlent qu'en fait, donc, il y a une féminisation des poissons et du coup, une baisse de la production chez les poissons. Chez le poisson, c'est vraiment très très bien décrit. C'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler et ça a carrément été montré expérimentalement, notamment il y a des études qui ont été faites au Canada dans des grands lacs conçus pour ça. En fait, ils ont exposé le poisson à des quantités vraiment minimes de ces composés qui sont les concentrations qu'on peut retrouver dans l'environnement. Et ils ont vu qu'assez rapidement, en fait, les poissons qui sont nés mâles ont au fil du temps adapté un phénotype féminin. Et donc il y a des poissons où on arrive à bien distinguer le mâle de la femelle par la taille et la couleur. Et en fait, au fil du temps, les mâles changeaient de taille, changeaient de couleur pour ressembler de plus en plus à des poissons de type féminin, avec un réel impact derrière sur les pontes et la fertilisation des populations. Oui, parce que du coup, la population diminue. Quel impact sur la biodiversité? J'imagine qu'il y a des prédateurs qui ne se nourrissent plus, du coup, où ils se nourrissent moins, c'est ça? L'impact est réel, il va y avoir, c'est toute la chaîne alimentaire qui peut être impactée, c'est les prédateurs qui sont dessus, et puis après, en fait, c'est la biomasse qui va servir aussi d'aliment pour ces espèces-là de poissons. En fait, on risque d'y avoir plus d'algues, plus de micro-organismes qui s'accumulent et donc complètement dérégler la biodiversité avec tout ce qui peut y être associé dans ces contextes-là et donc directement aussi un impact sur nos modes de consommation et puis sur sur l'environnement en règle générale, la biodiversité. C'est vrai qu'on pense toujours aux prédateurs. Je crois que ça doit être instinctif où on se dit, je sais pas, sur certaines races de poissons, certaines espèces de poissons, peut-être des volatiles qui pourraient moins se nourrir, mais aussi des rongeurs qui peut-être probablement se nourrissent de poissons, je ne sais pas, les ours, etc. Mais c'est vrai qu'on pense rarement à la chaîne en dessous et où effectivement il pourrait y avoir une prolifération d'algues, etc. qui pourrait créer quel genre de problème, par exemple, sur la... Ça va être des problèmes de contamination, des problèmes d'infection, ça peut être des micro-organismes qui pourraient s'accumuler. Les algues peuvent empêcher la lumière de passer la rivière et donc avoir un impact sur d'autres micro-organismes, d'autres chaînes alimentaires. Dont on ignore encore même l'existence, parce que c'est tellement tout petit, c'est infiniment petit, mais avec beaucoup d'impact en fait finalement sur l'environnement. Comment est-ce qu'on peut combattre ce phénomène? Je pense que dans le cas précis de la pilule contraceptive, les démarches qu'on met en place pour mieux cibler et mieux délivrer
pourrait être une manière de fonctionner, en fait, travailler sur une meilleure libération, une libération plus contrôlée. Donc ça peut être une bonne manière de fonctionner, plutôt que de mettre des antibiotiques dans des nanoparticules qu'on viendrait administrer par voie pulmonaire. Voilà, trouver un autre moyen de mieux délivrer les œstrogènes voilà, au niveau des ovaires, par exemple. Que la pilule contraceptive soit dédiée, en tous les cas, une recherche qui fait que les hommes pourraient prendre la pilule quand on sait que les femmes sont fertiles 3 et 4 jours par an, alors que les hommes le sont 365 jours par an, mais pour autant, qui prend la pilule chercher les rats? Peut-être que ça pourrait être des pistes. Je suis en minorité, donc mais c'est sûr que ça pourrait être une piste de solution, mais les risques sont les mêmes. Hein. Si c'est une pilule qui doit être ingérée par voie orale, en fait, voilà, on va retrouver ces molécules actives dans l'environnement, et après, il faudra pouvoir en mesurer l'impact. Et donc une manière de faire aussi aujourd'hui, et c'est ce qui est beaucoup observé en chimie, c'est ce qu'on appelle développer de la chimie verte. Et donc l'idée en fait c'est que la molécule soit très stable dans l'environnement dans lequel on souhaite qu'elle soit active, dans le corps humain par exemple, et qu'une fois qu'elle est en contact avec l'environnement extérieur, elle soit dégradée très rapidement. Okay. Et puis après qu'on ait conscience de ces produits de dégradation, les métabolites dont Axel pouvait parler, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas d'impact qui perdent leur activité, et qu'il n'y ait pas une activité autre qui soit à l'origine d'autres pathologies chroniques ou d'autres grosses contaminations ou autres, quoi. Donc il y a des sujets de recherche actuellement pour pouvoir améliorer en tous les cas la qualité des pilules, qui fait qu'il y aurait moins d'oestrogènes dans la nature, et ça pourrait être une piste de solution. On ne peut que encourager que ça aille vite, parce que j'ai l'impression que les problèmes commencent à se multiplier entre l'antibiorésistance, la pilule contraceptive dans les eaux. On est véritablement sur des vrais problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels l'impact de l'environnement, la biodiversité, dont on n'aurait pas parlé, qui serait important à connaître ? Pour revenir sur les médicaments, j'aime bien parler des anti-inflammatoires, parce que là, l'impact de l'utilisation de l'anti-inflammatoire a été montré jusqu'à une échelle qu'on pouvait ne pas imaginer, par exemple, mais une molécule dans l'anti-inflammatoire qui s'appelle le diclofénac, qu'on va retrouver dans toutes nos pommades, en fait, pour soigner nos douleurs articulaires et autres. Dans certaines régions du monde, et notamment en Inde, on a utilisé massivement en fait ces pommades-là pour soigner les vaches. Donc les vaches sont sacrées en Inde, et donc on a badigeonné les vaches d'anti-inflammatoires. Et à un moment donné, les vaches finissent quand même par mourir, et les vautours qui se nourrissaient des carcasses de ces vaches en fait ont eu des gros problèmes rénaux, parce qu'ils ont été en contact avec la molécule, et donc les vautours sont morts dus à des problèmes rénaux principalement. Et comme les carcasses étaient là, en fait on a eu une augmentation en fait on a une prolifération des rats et une prolifération des chiens, et donc on a vu apparaître de nouvelles maladies infectieuses comme la rage. En fait on a eu des cas de rage en Inde associés en fait à l'utilisation d'anti-inflammatoires sur les vaches. Et donc là finalement c'est un exemple qui boucle un peu l'impact de la contamination environnementale et qui nous rapproche à peine de domaines que sont les maladies infectieuses, mais c'est un bon exemple. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quand même toujours un geste de l'humain, finalement, qui part d'une bonne intention, de vouloir soigner les vaches avec des anti-inflammatoires. On est quand même sur une bonne intention à la base, mais sans porter de réflexion sur les conséquences que ça peut avoir, et les conséquences, elles peuvent être quand même assez importantes. Tu sais, quand on le voit là avec la boucle est bouclée, quoi, mais l'antibiorésistance, la pilule contraceptive dans les eaux qui au-delà de détruire ou de diminuer la population de poissons, a un impact beaucoup plus conséquent en fait sur l'environnement en règle générale, et qui va avoir un impact, et là la boucle est bouclée, sur notre propre santé et sur la santé, sur l'impact de l'humanité, quoi, finalement, puisque de plus en plus de maladies, de cancers, d'antibiorésistance, de maladies chroniques, c'est quand même hyper important quand même de connaître ces solutions-là. Et c'est pour ça ces problèmes-là, pardon. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du concept de une santé dans la recherche. Oui. Comme
parle, comme on dit, la boucle est bouclée. En fait, une santé, c'est quand on développe des moyens de mieux soigner l'humain. Penser aussi à notre environnement, notre biodiversité, parce qu'il y aura toujours un impact sur le monde qui nous entoure. D'où le concept de une santé, quand on développe quelque chose, faire attention à tout ce qui nous entoure finalement, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui est impacté finalement. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut pas trop se jeter la pierre non plus, parce qu'en fait là on est beaucoup dans l'observation et dans la réaction, mais c'est des choses qu'on pouvait pas mesurer plus tôt. On pouvait pas connaître l'impact de nos activités, de la surpopulation, de notre surconsommation. On pouvait imaginer que ça allait pas être hyper bénéfique, mais aujourd'hui on en mesure un peu les conséquences. Et pour tout un tas d'éléments, il est encore temps de réagir. Oui. Et donc on a beaucoup été dans la réaction, et puis bon, on essaie de réagir maintenant, et puis on essaie aussi d'anticiper. Oui. Et donc voilà, on se projette davantage, on essaie de mieux réfléchir. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, mais quand on va installer des terres agricoles, quand on va installer une usine, maintenant il faut bien réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. C'est la même chose maintenant, on va à une ferme, finalement, quels que soient ces éléments, voilà, soit le sujet qu'on va aborder. Et puis une chose qui est faite aussi, c'est on modélise beaucoup. Oui. Peut-être que Axel peut en parler un petit peu, mais on utilise des formules mathématiques, où on va utiliser les données qu'on a aujourd'hui pour prédire un peu la manière dont certaines maladies pourraient évoluer, la manière dont ça, j'ai appris ça récemment grâce à l'enregistrement d'un autre podcast, mais c'est toujours super intéressant quand même de revenir sur le sujet. Qu'est-ce que la modélisation et en quoi les mathématiques vont être utiles justement pour prédire l'avenir. On arrive à prédire quand même un peu l'avenir. J'imagine que de savoir que ce sera la première cause de mortalité, l'antibiorésistance en 2050, c'est grâce justement aux mathématiques et à cette prédiction. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Axel, là-dessus ? Alors aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs vont se tourner vers la modélisation, donc l'utilisation de mathématiques, comme tu l'as dit, pour prédire ce qui va se passer dans le futur, pour limiter par exemple nos expérimentations, nous, dans la recherche, et pouvoir voir un peu plus loin ce qui va se passer. Donc on peut modéliser, donc prédire comment une maladie infectieuse va pouvoir se propager au cours du temps, comment elle va se développer, ou ça même, on peut aussi prédire quelle zone géographique ça va pouvoir toucher, plus les pays à faible revenu ou à haut revenu. Et aussi, nous, de notre côté, on essaye d'utiliser les mathématiques afin de mieux comprendre le comportement d'antibiotiques ensemble. Donc, on parle de synergie d'antibiotiques, parce qu'aujourd'hui, la tuberculose est soignée avec plusieurs antibiotiques, une co-administration d'antibiotiques. Et donc, l'idée, c'est aussi de comprendre comment on peut administrer plusieurs molécules, comment elles vont réagir ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas en diminuer une qui va induire beaucoup d'effets secondaires pour que le patient puisse prendre son traitement correctement? Et aussi utiliser les mathématiques, la prédiction pour savoir si une molécule va vivre longtemps dans l'environnement, et dans ce cas-là, peut-être plus réfléchir à comment on va la diminuer dans l'environnement, parce que grâce aux mathématiques, on sait qu'elle va beaucoup trop persister et beaucoup trop toucher des écosystèmes. D'accord. Et en même temps, il y a un côté de cette interview qui fait peur, mais un autre côté où on se dit, il y a quand même heureusement qu'il y a la recherche existe, que les scientifiques existent, et j'ai un peu la sensation que tout est complémentaire en fait, que les mathématiques vont vous servir à peut-être mieux cibler les sujets de recherche et savoir exactement où est-ce qu'il faut accélérer la chose, et peut-être éliminer aussi d'autres choses sur lesquelles c'est pas utile d'aller passer trop de temps dessus, c'est ça, si je résume? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet de thèse d'Axel, en fait, on interagit avec un mathématicien, en fait, qui fait des formules mathématiques, et on espère que ça puisse nous faire gagner du temps, et puis aussi faire des choix
non biaisés par nos interprétations et nos observations. Et donc, vraiment, ce qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, c'est la multidisciplinarité, c'est les interactions entre les différents réseaux de chercheurs. Et pas que, en fait, on a aussi maintenant des interactions avec les gens qui nous sortent les chiffres, avec les politiques, avec les pouvoirs publics, parce qu'il faut que les décisions soient prises ensemble. En toute connaissance de cause, c'est assez collégial finalement. De si je veux installer, on en parlait dans le cadre des printemps de la prévention de l'année dernière, mais par exemple l'urbanisation. Et quand on veut justement installer des nouvelles structures, etc., en fait, il y a tout un travail qui se fait. C'est assez collégial, avec des objets de recherche qui ont déjà eu lieu, des chercheurs, etc. Peut-être justement le calcul mathématique de l'impact sur l'environnement. Enfin, voilà, donc tout n'est pas perdu. Et il faut continuer vos travaux. En tous les cas, merci beaucoup de continuer d'œuvrer chaque jour dans cette recherche. C'est hyper important et important aussi de communiquer dessus auprès du grand public pour qu'il sache exactement ce qu'on fait ici à l'Institut Pasteur de Lille, ce que vous faites dans vos laboratoires chaque jour. Est-ce qu'il y aurait un sujet que j'aurais oublié dont il est important de parler? On pourrait y passer des journées à discuter ensemble, mais est-ce qu'il y a un sujet qui vous semble important? On pourrait en parler encore beaucoup de choses, mais j'ai envie on peut peut-être finir là-dessus aussi, mais aujourd'hui, quand on s'intéresse à la contamination environnementale, on travaille toujours produit par produit, molécule par molécule. Donc aujourd'hui, on dit, tiens, voilà, telle molécule, en dessous de telle concentration, c'est pas toxique. Ou on considère que l'exposition est pas considérée comme dangereuse. Déjà là, peut-être qu'on fait une erreur parce que l'important c'est l'exposition chronique et il faut voir sur plusieurs années quand on consomme tous les jours des faibles quantités de ces molécules. Mais ce qu'on doit de plus en plus prendre en compte aujourd'hui, c'est que quand une eau est contaminée, il n'y a pas qu'une seule molécule qui contamine, il y en a plusieurs. Et donc c'est vraiment la notion de cocktail et de combinaison qui peuvent ensemble en fait avoir des effets parfois synergiques et causer des troubles qui sont plus grands. Les antibiotiques et les métaux lourds, par exemple, peuvent former des complexes. Et donc en fait, quand une bactérie dans le sol va être exposée à un antibiotique plus un métaux lourd, là ça peut avoir un effet double parce qu'on va peut-être créer de l'antibiorésistance et en même temps dérégler son métabolisme et donc avoir un réel impact sur le développement de la flore microbienne des sols. Et donc là, il y a des études qui commencent un peu à sortir là-dessus. On commence à y jeter un œil, mais je pense que ça va vraiment être la clé, en fait, c'est de pouvoir étudier la pollution dans son ensemble. Et pas uniquement molécule par molécule ou série de composés par série de composés. On en revient à un sujet global de One Health où effectivement on ne prend pas au cas par cas et à essayer de soigner ou rechercher sur des sujets en particulier, mais on est vraiment sur un environnement global et un impact global sur notre santé, du coup celle de la biodiversité qui aura de nouveau un impact sur notre santé. Donc prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin de notre santé. S'il faut peut-être un petit mot de la fin, ce serait celui-là. Ça pourrait l'être. Tout est interconnecté et l'environnement, pour une bonne santé humaine, il faut que l'environnement se porte bien. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à mes questions et un grand merci pour tout ce que vous faites au quotidien. On ne peut que vous demander de continuer comme ça et de continuer de prendre soin de notre santé finalement. Merci beaucoup. Merci.